Donc, c'est ça, donc, on va regarder tout ce qui est comme préparer le matériel Orisha, là. Donc, tout ce qui est comme les boîtiers multifonctions, capteurs, contrôleur central, ça va être dans cette section-là qu'on va voir ça. Premièrement, le contrôleur central, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau du contrôleur central spécifiquement, ne serait-ce que juste le rebrancher, idéalement au centre de vos installations. Quand je dis au centre, je veux dire à un endroit là, qui va permettre que, ben, comme le contrôleur central est sans fil, il doit être à moins de 250 pieds de vos autres appareils, là, comme le boîtier multifonction et le capteur de température. Donc, on le met à un endroit idéalement qui est à moins de 250 pieds de tout ça et qui idéalement aussi est proche du Wi-Fi, là, comme le contrôleur central a besoin de Wi-Fi pour que vous puissiez avoir accès à votre application sur votre téléphone. Une fois rebranché, si vous aviez déjà réussi à connecter votre contrôleur central au Wi-Fi par le passé et que rien n'a changé au niveau de vos configurations de Wi-Fi, tout devrait très bien se passer, là. Donc, vous devrez simplement se reconnecter à votre Wi-Fi et vous allez pouvoir avoir accès à l'application sur votre téléphone. Si jamais vous vous rendez compte qu'après l'avoir rebranché, ça peut prendre 3-4 minutes quand même avant que l'application devienne accessible là, suite à avoir branché le contrôleur central. Si vous vous rendez compte qu'il ne se passe rien, donc que vous avez branché votre contrôleur central, mais que vous n'avez pas accès à l'application, il y a plusieurs choses que vous pouvez voir pour voir si c'est quoi le problème à ce niveau-là. Déjà, si jamais vous branchez votre contrôleur central, vous pouvez aller dans vos réseaux Wi-Fi disponibles. Le contrôleur central émet un réseau Wi-Fi qui s'appelle Orisha. Si vous voyez le réseau Wi-Fi Orisha, mais que vous n'êtes pas capable de vous connecter à l'application, peut-être à ce moment-là qu'il faut retourner sur la connexion directe du contrôleur central pour reconnecter votre contrôleur central à votre Wi-Fi de votre maison ou de votre ferme ou de votre entreprise. Si vous ne voyez pas de réseau Wi-Fi qui s'appelle Orisha après avoir branché votre contrôleur central, c'est peut-être une question d'alimentation. Auquel cas, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez un problème à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez toujours aussi passer par l'app de dépannage qui est accessible de deux manières avec Orisha. Donc, soit l'option aide dans le menu de l'app Orisha, qui, dans le cas présent, si votre contrôleur central n'est pas connecté, ce ne sera pas la meilleure manière d'y accéder. Mais sinon, par la page support de notre site web, vous allez voir que vous avez un lien vers l'app d'aide. Donc, vous avez plein de rubriques sur cette app d'aide-là, autant sur le contrôleur central que sur tous les appareils qui peuvent être connectés à Orisha. Fait que si jamais vous avez un problème avec votre fournaise ou votre pression positive, vos roll-up, ne serait-ce aussi que vos capteurs, donc capteurs de température, de soleil, vent, pluie. On a des rubriques d'aide sur tous ces sujets-là sur l'app d'aide. Bien sûr, aussi, vous pouvez nous appeler en cas de besoin, mais c'est le fun aussi d'avoir un outil qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou si vous ne filez pas jaseux aujourd'hui, c'est peut-être votre réponse là-dessus aussi. Ensuite de ça, les capteurs de température. Pour les débuts de la saison, remettre des batteries neuves dedans. D'habitude, des batteries neuves, là, c'est des batteries D, je crois, là, les grosses. Si vous avez des batteries neuves en début de saison, ils vont vous durer d'habitude là, pas mal toute la durée de la saison ou presque, à peu près 6 mois, là. Donc, on se dit qu'à remettre des batteries neuves en début de saison, ça peut faire qu'on n'a pas besoin de les changer là, dans un moment où on a déjà assez de choses à faire, là. Donc, si au moins vous les mettez en mai, vous en avez peut-être jusqu'en octobre ou novembre, ce qui est une bonne chose. Ensuite de ça, c'est important de placer le capteur au centre de la serre, avoir un endroit qui est comme assez significatif de ce qui se passe comme en moyenne dans tout l'environnement de la serre. Et après ça, ben, il faut aller dans l'application pour valider que tout se passe bien. Donc, dans le menu configuration, puis dans capteur, vous allez pouvoir valider que vous avez une bonne force de signal. Donc, par exemple, c'est une force de signal géniale et une batterie pleine. Si vous voyez tout ça, c'est parfait. Si jamais vous ne voyez pas ces données-là, ou si vous voyez que tout est en gris, là, donc on n'a pas de données ici, puis le reste est juste comme en gris, une chose que vous pouvez faire, c'est que en haut là, des informations sur le capteur, vous avez un petit crayon. Vous pouvez cliquer sur le petit crayon, puis cliquer sur enregistrer. Ça, ce que ça va faire, c'est comme un genre de refresh au capteur. Ça va forcer le contrôleur central à aller rechercher une donnée de la part du capteur de température, là, comme le forcer à y renvoyer un signal. Donc, si vous cliquez sur le petit crayon, vous cliquez sur enregistrer, vous pouvez attendre à peu près un petit 30 secondes. Puis si le capteur est en bon état, là, vous allez avoir un signal qui va rentrer. Si jamais ça ne rentre pas, encore une fois, appelez-nous. Ensuite de ça, certains d'entre vous ont peut-être un capteur bulbe sec, bulbe humide. Ça, c'est une nouveauté de l'an passé ou de l'autre d'avant.
C'est un capteur qui est un petit peu différent du capteur électronique. Là. Il y a quelques petites différences au niveau de, je vous dirais, de qu'est-ce que vous voulez faire de votre Orisha. Des gens qui préfèrent le capteur électronique comme ça ici parce qu'il est le fun, on met les batteries dedans et on n'y pense plus. Le capteur bulbe sec, bulbe humide, lui, il a quelques petits avantages. Déjà, il fonctionne sur le principe bulbe sec, bulbe humide, c'est-à-dire qu'il y a il y a deux capteurs de température dedans, un qui est humidifié à l'aide d'une mèche qui trempe dans une genre de gourde d'eau. Puis la différence entre les deux bulbes va comme faire une lecture d'humidité qui est plus précise à long terme. Il y a Myriane, avant la présentation, qui me demandait qu'est-ce qui se passe avec les capteurs électroniques après une couple d'années, là, parce que ça se peut qu'après certaines années, le capteur électronique, là, celui-là, a une valeur de lecture d'humidité qui est plus humide que la réalité. C'est quelque chose là, qui est possible qui arrive. L'avantage du bulbe sec, bulbe humide, c'est que sa lecture d'humidité est plus bonne sur le long terme. C'est sûr que par contre, en début de saison, comme ça arrive aussi quelques fois dans l'année, c'est important de vérifier l'état de la mèche, donc la mèche qui s'humidifie. Une serre étant un environnement où il y a beaucoup de particules dans l'air, ça se peut que la mèche se salisse. Même si on a un filtre et un ventilateur ici, ça se peut qu'il faut aussi des fois juste comme entretenir le filtre du capteur, bulbe sec, bulbe humide. Il faut des fois changer la mèche. Puis c'est important aussi de remplir la gourde. Donc, en début de saison, les bonnes choses à faire, ce serait de vérifier l'état de la mèche, la changer au besoin, vérifier l'état du filtre du ventilateur, le nettoyer au besoin, puis je le passer à l'eau, et remplir la gourde. C'est important aussi, bien sûr, de brancher le capteur, lui. Celui-là, comme il y a un ventilateur, en fait, lui, il doit être branché dans une prise de courant. Une fois qu'il est branché, dans l'application, vous allez voir la force du signal de ce capteur-là. Vous n'allez pas avoir de force de batterie comme il est branché dans le mur. Quand je disais donc que c'est la différence entre les deux capteurs, c'est que ça s'adresse un petit peu à deux publics différents. Je vous dirais que lui, il est le fun parce que justement, on met les batteries dedans, puis on l'oublie là pour le reste de la saison. Mais le bulbe sec, bulbe humide a tendance à être plus précis au niveau de la lecture d'humidité à long terme. Il y a aussi, c'est aussi un capteur que, comme il y a un ventilateur, il va moins se créer de microclimat dedans. Donc, il va être plus réactif au niveau des changements de température. Mais par contre, c'est ça, il faut quand même une fois de temps en temps remplir la gourde d'eau, changer la mèche, laver le filtre, puis il faut qu'il soit branché dans le mur. Fait que c'est plus du genre Orisha pour pas y penser, capteur électronique. Puis si vous voulez le plus de précision possible, je vous conseille le bulbe sec, bulbe humide. Et Elisabeth, lève la main et tu peux y aller, Elisabeth. Oui, Frédéric, quand tu dis qu'il faut le faire de temps en temps, ça veut dire quoi, ça? Dans une saison, c'est à toutes les semaines, au mois? Toutes les 2 semaines, je dirais à peu près. Tout ce qui est justement vérifier la mèche et remplir la gourde, c'est quelque chose qu'on fait bi-hebdomadairement environ. Ensuite, on passe au thermostat de backup. C'est pas tout le monde qui en a un. Ça peut valoir la peine. Orisha étant un appareil de technologie, il n'est pas infaillible, même si on essaye de tout faire ce qui est en notre pouvoir pour qu'il le soit. C'est le fun des fois d'avoir quelque chose en backup qui peut partir votre fournaise en cas de besoin. Donc, des fois, d'avoir un thermostat de backup branché au même fournaise qu'Orisha, ça peut valoir la peine. Des fois, un thermostat de backup branché à une autre fournaise qui n'est pas branchée sur Orisha. Donc, vérifier les batteries du thermostat s'il y a lieu. Aussi, ça peut valoir la peine de tester le fonctionnement du thermostat, là, donc qui peut bien partir votre fournaise. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est qu'on regarde la température qu'il fait dans la serre, puis on peut monter la cible du thermostat plus haut que la température actuelle. Donc, après ça, le thermostat devrait juste partir votre fournaise. Donc, une fois qu'on a validé que le thermostat peut bel et bien partir la fournaise, on remet la cible du thermostat plus bas que le programme de température d'Orisha. Comme ça, ben, si jamais Orisha n'est pas capable d'activer votre fournaise à la température où il le ferait normalement, le thermostat de backup va pouvoir partir dans un deuxième temps assez rapidement. En passant, si vous voyez que ma voix casse aussi, à un moment donné, j'ai une grosse quinte de tout. Je suis quand même assez grippé aujourd'hui, donc vous m'excuserez d'avance. Ensuite, les tensiomètres. Donc, vérifier leur état. Les tensiomètres sont quand même des objets assez sensibles. Ça se peut que, justement, comme ils sont dans la terre, comme on les plante dans le sol, quand on les change d'endroit, c'est quand même des choses là, auxquelles il faut faire attention puis qui peuvent être qui peuvent être mis à rude épreuve. Donc, on vérifie leur état, on vérifie que dans l'acrylique, le plastique transparent, il n'y a pas de fissure. Aussi, autre chose à vérifier, c'est que le petit caoutchouc vert qu'on voit en haut ici,
juste de vous assurer qu'il n'est pas sec. Ça pourrait peut-être minimiser l'étanchéité du tensiomètre. Ensuite, c'est important de le nettoyer, de brosser l'intérieur, de mettre de l'eau de javel si jamais vous avez des algues dedans, et de le faire tremper 24 heures avant de le mettre en sol, là, donc pour vous assurer que soit dans le meilleur état là, pour que l'eau dans le tensiomètre puisse comme, interagir avec l'eau à l'extérieur du tensiomètre. Ensuite, c'est important aussi de le remplir avec de l'eau distillée. Ça va limiter les chances qu'il se crée des algues dans le tensiomètre. On veut aussi idéalement colorer l'eau. Ça va nous aider comme, à voir plus rapidement à quel niveau est rendu l'eau dans le tensiomètre. Ensuite de ça aussi, on va vous l'envoyer après le webinaire, mais il y a une vidéo qui s'appelle 90-Second Aerometer Installation. C'est vraiment la meilleure vidéo de plantage de tensiomètre de tous les temps. On a un monsieur là, qui, en 90 secondes, là, nous montre une méthode super efficace pour mettre ses tensiomètres en terre. On va vous l'envoyer après le webinaire, mais vraiment, nous, chez Orisha, ça a changé nos vies. On avait un terrain en arrière de nos bureaux avant, là, où on faisait nos tests pour planter nos tensiomètres. Là, puis sa méthode à lui, elle nous a vraiment rendu la vie plus facile là, pour avoir des données plus efficaces à chaque fois. Parce que des fois, ce qui arrive avec un tensiomètre, c'est qu'on le plante en sol, on se crée un trou un petit peu plus gros que la tige du tensiomètre, puis là, les valeurs n'ont plus de bon sens parce que d'abord, le tensiomètre n'est pas en contact direct avec la terre. Puis dès qu'on irrigue l'eau, ça va se ramasser dans la genre de fente qui est entre le tensiomètre et la terre. Fait que nos données sont comme un petit peu faussées. Lui, il a une super bonne méthode pour éviter ça, puis planter le tensiomètre en douceur, là, avec le moins de risque de l'abîmer. Donc, je vous conseille fortement cette vidéo-là qu'on va vous envoyer suite à la présentation. Donc, c'est ça, station météo. Donc, on disait capteur solaire, capteur de vent, capteur de pluie. Pour la plupart d'entre vous, ces 3 capteurs-là vont être branchés dans le boîtier météo. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est remettre l'alimentation au boîtier météo, donc soit allumer la power bar où est branchée la station météo ou juste la rebrancher dans le mur. À ce moment-là, vous devrez avoir le signal qui va apparaître pour votre capteur solaire, capteur de pluie et capteur de vent. Pour les gens plus old school de Orisha, si jamais votre capteur de vent était branché dans votre boîtier multifonction, juste à repartir votre boîtier multifonction, ce qu'on va voir dans quelques diapositives, et vous devriez avoir un signal pour votre capteur de vent. Donc, si jamais, justement, vous n'avez pas de signal, c'est sûrement au niveau du boîtier météo qu'il y a un problème. Si par contre, vous avez juste un des capteurs sur les 3 qui ne fait pas de signal, c'est peut-être au niveau des branchements de votre capteur en question qui a un problème. Donc, ouvrir le boîtier météo et voir si les fils sont bien rentrés dans chacune des prises où ils devraient être branchés. Si jamais tout semble beau, envoyez-nous une petite photo de l'intérieur de votre boîtier météo. On va analyser tout ça avec vous. Et ça va nous faire plaisir de vous aider à diagnostiquer le problème. Autre chose pour le début de saison, idéalement, le capteur solaire, on veut faire un petit tour dans l'échelle pour aller le dépoussiérer à l'aide d'un coton-tige et de vinaigre. C'est quand même ce petit capteur là, optique. Donc, peut-être une fois par année, là, elle donne un petit coup dessus, juste pour enlever toute la poussière qui aurait pu s'accumuler, juste pour pas que la poussière vienne fausser votre valeur d'intensité lumineuse. Juste pour être sûr que comme on ait bien la bonne valeur pour que ensuite votre irrigation puisse être bien corrélée à la quantité de lumière que vos plantes reçoivent. Le boîtier multifonction. Donc, pas grand-chose à faire à ce niveau-là. En fait, on le connecte à l'alimentation. Puis c'est pas mal ça, le connecter à l'alimentation, ça peut passer par 2 choses, soit le brancher directement dans le mur ou allumer la power bar. Donc, la plupart des... en fait, nous, on fournit toujours une power bar, une par boîtier multifonction. Donc, la power bar qu'on envoie a une lumière verte dessus. Donc, si la lumière verte est allumée, c'est bon signe que l'alimentation se rend bel et bien à votre boîtier multifonction. On va faire le test dans les prochaines diapositives pour s'assurer que votre boîtier multifonction est bien en état de fonctionner. Mais avant ça, on va voir nos sympathiques côté ouvrant. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment le gros de la présentation. C'est souvent, justement, ça passe par les côtés ouvrants. C'est quelque chose là, qui demande une couple de petites configurations au début de l'année. Donc, si vous êtes parmi les gens qui les retirent à la fin de la saison pour pas qu'ils soient pris dans la neige, donc c'est juste de les replacer à la bonne place et de les rebrancher dans le boîtier multifonction. Le moteur typique, là, je vous dirais, celui que 99% de nos clients ont, c'est celui qu'on voit sur la photo ici, là, le fameux Kingzo GMD 100. Ce moteur-là, d'habitude, va avoir 2 fils en fait, il va avoir 2 couleurs de fils dans la gaine de fil noir. Il va avoir un fil brun et un fil bleu. Ce que vous pouvez faire, là, en fait, c'est que
vous pouvez les brancher au relais moteur 1 ou au relais moteur 2 du boîtier multifonction. Et après ça, vous pouvez utiliser les interrupteurs ici. Là, donc, vous les mettez en mode manuel, puis vous utilisez les flèches pour le faire monter ou descendre. Fait que c'est l'étape où vous pouvez valider qu'il est branché dans le bon sens. Si vous prenez la flèche, vous la mettez en position pour que le moteur monte puis que le moteur descend. La solution à ce moment-là, c'est d'aller dans le boîtier multifonction puis d'inverser vos deux fils de bord. À ce moment-là, ben, quand vous allez monter la flèche, le moteur va monter. Puis quand vous allez descendre la flèche, le moteur va descendre. Petite gorgée pour ne pas m'étouffer dans mon toussage. Si jamais vos moteurs sont restés en place, bien sûr, c'est important de vous assurer qu'ils ne sont pas pris dans la neige ou qu'il n'y a pas de glace sur votre plastique de serre. Là. Juste pour pas que, si vous faites vos tests, pas que le moteur se mette à forcer contre la neige et la glace. Et ensuite, c'est important aussi d'ajuster vos interrupteurs de fin de course. Que vous ayez laissé vos moteurs là ou que vous les remettiez suite à un hiver où ils n'étaient pas là, on vous recommande fortement de vous assurer que vos limit switch sont encore en place. Les limit switch, c'est ce qui fait que le moteur mécaniquement ne va pas pouvoir descendre plus bas qu'un certain point ou monter plus haut qu'un autre point. Ces deux vis là, qui sont après les deux roulettes bleues qu'on a ici, ces vis-là, avec les vibrations du moteur, avec une saison de fonctionnement, peuvent se lousser à la longue. Donc, c'est important de vous assurer qu'ils sont encore au bon endroit. Une fois que les limit switch sont... je vais revenir à la prochaine diapo, là, plus sur comment on s'assure de mettre les limit switch, de valider que les limit switch sont bien en place ou de comment reconfigurer ces limit switch. Mais juste avant ça, une fois que les limit switch sont configurés, on peut valider que le temps d'ouverture et de fermeture est encore bel et bien celui qu'on avait rentré dans l'application. Pour les limit switch, c'est une des choses là, qui peut être les plus intimidantes là, dans les comment bien repartir son riche en début de saison. Mais principalement, c'est les étapes que vous avez sur votre écran qu'il va falloir faire pour chacun de vos moteurs pour vous assurer que vos limit switch sont bien en place. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est... moi, ce que je recommande aux gens d'habitude quand ils m'appellent, c'est de mettre leur moteur à peu près au milieu de la course à l'aide du boîtier multifonction, donc à peu près au milieu de la hauteur que votre moteur peut parcourir. Et après ça, on ferait monter le moteur. On se met à le faire monter, puis on va dehors. On va à nos deux petites roulettes bleues sur notre moteur, puis on les tourne jusqu'à ce qu'il y en ait une que quand elle fait clic, ça va arrêter le moteur. Donc, il y en a une que quand elle fait clic, ça va faire rien. C'est la limite switch du bas. Là. Donc, quand le moteur va descendre, c'est elle qui va l'arrêter. Dans tout cas, on s'intéresse à celle-là qui va arrêter le moteur en montant. Une fois qu'on a identifié quelle des limites switch sert à arrêter le moteur quand il monte, puis quelle sert à arrêter le moteur quand il descend, on peut arrêter le moteur pour l'instant. Puis, juste prendre la limite switch, puis vous allez voir que quand vous tournez la roulette bleue, c'est relié à l'intérieur du plastique transparent à une autre roulette blanche sur laquelle il y a une ligne qui soit orange ou noire. Et cette ligne-là, quand elle est superposée avec une petite roulette de métal, ça va faire clic. Et c'est ça qui va arrêter votre moteur quand il est à sa limite supérieure ou inférieure. Donc, on peut éloigner le plus possible la ligne orange ou noire de la petite roulette en métal, qui est l'interrupteur de fin de course. Et ensuite, on va retourner en dedans, on va prendre notre boîtier multifonction, puis on va monter le moteur jusqu'à la hauteur maximale désirée. On retourne dehors à notre moteur et on réaligne la ligne orange ou noire avec l'interrupteur, la petite roulette de métal. On leur fait faire clic ensemble. Donc, une fois que ça a fait clic, c'est qu'on sait que c'est ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a aligné la limite switch avec la hauteur où le moteur se situe présentement. Et ça veut dire que comme ça a fait clic à cette hauteur-là, on va savoir que c'est à cette hauteur-là, finalement, que le moteur ne pourra pas monter plus haut une fois qu'on aura bien configuré la limite switch. Donc, une fois que tout ça est aligné, on peut serrer la vis de la roulette bleue avec un tournevis étoile et on va répéter l'opération pour la descente. Donc, on va amener le moteur jusqu'en bas, on va aligner la petite ligne noire ou orange avec la petite roulette de métal et on va serrer la vis. Comme c'est une partie là, qui m'est quand même souvent demandée, là, ce qui est les limites switch, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les configurations de limit switch pendant qu'on y est? Je vais laisser une dizaine de secondes, voir s'il y en a qui ont quelque chose à dire. Frédéric, je veux juste récapituler ce que tu viens de dire. Là. Oui. Là, je comprends que, parce que ça, c'est Fred qui a fait ça, puis moi, j'ai aucune idée. Fait que là, je vais essayer de l'apprendre puis de le faire moi-même pour pas être obligée d'attendre après lui.
des petites roulettes. Bon, il y en a Ouais. une que c'est pour monter, il y en a une que c'est pour descendre. Ouais. Là, tu le mets dans le milieu, ça, j'ai compris ça. Mhm. Puis là, j'identifie laquelle est pour monter, puis laquelle est pour Ouais. descendre, faisant monter, puis là, ben, quand est-ce que ça arrive? Bon. OK. Mhm. Là, une fois que je l'ai identifié, je fais monter euh, mon moteur jusqu'en haut, jusqu'où est-ce que je veux qu'il monte. Ouais. Puis là, c'est quoi? Je vais visser à l'intérieur avec un tournevis pour. C'est ça? Ouais, mettons, je vais. Ouais. Là, on a nos deux petites roulettes bleues qu'on voit tant bien que mal ici. Mhm. Puis dans le fond, les deux petites roulettes bleues, comme dans la partie transparente du moteur là, qu'on voit un peu autour ici, on va voir que les deux petites roulettes bleues, passées la partie transparente, deviennent blanches. Donc, c'est comme un genre OK. de petit cylindre blanc sur lequel il va y avoir une petite pin qui est soit orange ou noire. On va dire que, par exemple, dans notre cas ici, la limite switch du haut, on va dire que c'est la gauche. Euh, mettons, gauche aurait une pin orange, puis droit aurait une pin noire. Mettons, gauche, c'est notre limite switch du haut, qui a la pin orange. La Mhm. pin orange, dans le fond, c'est que quand le moteur monte, le cylindre, il va lentement monter lui aussi. Ce qui va faire que le moteur s'arrête, c'est que le cylindre, éventuellement, la petite pin orange va venir à côté sur une genre de petite clip en métal. Puis là, ben, quand il se touche, ça pousse la petite clip de métal vers le haut. Puis c'est ça, en fait, qui coupe le courant dans le moteur. OK. Fait que ce qu'on fait, c'est que là, on va amener le moteur à l'endroit où on veut qu'il s'arrête. Puis là, Mhm. on va aller comme tourner notre roulette bleue pour amener notre petite ligne orange sur la petite clip en métal. Fait que là, Ouais. ben, à ce moment-là, en mettant la ligne orange sur la petite clip de métal à cette hauteur-là, quand le moteur va redescendre, il va se rééloigner de la clip de métal, mais quand il va remonter jusqu'à cette même hauteur-là, à nouveau, comme on les a alignés à cette hauteur-là, ben, rendu à cette hauteur-là, il va venir se réaccoter dans la petite clip en métal, puis la petite clip en métal va monter, couper le courant. C'est Et clair. donc, ouais, ça répond à la question. Oui, merci. Parfait. Ça fait plaisir. Autre chose que je voulais dire. Ben, puis ça va être la même chose en descendant, là, finalement. Donc, l'autre bord, la roulette de droite, là, ça va être, mettons, la ligne noire, comme ça, à côté sur une autre petite clip à ce moment-là, qui, elle, comme en le vent, va couper le courant. Euh, je vais voir si je dis tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Je pense que oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant les limites switch? Je vais prendre ça pour un non et on continue notre super webinaire. Ensuite de ça, les autres appareils, parce qu'il n'y a pas juste les moteurs de roll-up qui doivent être à partir en début de saison. Donc, tous les appareils, ben, première chose à vérifier, est-ce que votre breaker est à on, que ce soit vos fournaises, pression positive, valves et tout ça. Vous assurez que l'alimentation se rend bien à l'appareil, parce que Richard a toutes les meilleures volontés du monde pour partir vos appareils, mais s'il n'y a pas de courant dedans, il ne pourra pas faire grand-chose. Ensuite de ça, si vous avez une fournaise de propane, est-ce que l'alimentation en propane est ouverte? Parce que ça peut bien juste partir l'étincelle de votre fournaise de propane, mais ne peut pas avoir le contrôle sur l'alimentation en propane. Et vos valves, que ce soit irrigation ou brumisation, est-ce qu'il y a encore de la glace quelque part sur ou dans vos tuyaux, ou est-ce que la valve principale est ouverte? Donc, vous assurez que s'il y a de l'eau qui passe, finalement, là, il n'y a rien qui peut venir endommager votre plomberie. Et, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, valve principale. Aussi, ben, vous assurez que votre pompe est en état d'alimenter, d'acheminer de l'eau jusqu'à vos valves. Tester le fonctionnement des appareils. Donc, ça passe par plusieurs étapes. Déjà, dans votre boîtier multifonction, si vous ouvrez la porte, ce qu'on recommande souvent aux gens, c'est que vous allez voir, il y a un petit collant comme ça ici dans la porte de votre boîtier multifonction où vous pouvez inscrire quel appareil est branché dans quel relais. Donc, au moment de l'installation, on a recommandé d'inscrire dans la porte quel appareil était dans quel relais. Donc, vous pouvez valider, premièrement, que ce qui est écrit dans la porte, mettons, si vous avez dans le relais 1, vous avez votre valve 1, vous pouvez vous assurer que dans votre relais 1, déjà, il y a bien quelque chose de branché. Une fois que vous validez que dans chacun des relais pour lequel il est inscrit qu'il y a un appareil, il y a bien quelque chose de branché dans les relais associés, vous pouvez vérifier que ce qui est écrit dans la porte de votre boîtier multifonction correspond à ce qui est écrit dans l'application. Donc, dans la page configuration, puis dans la page appareil, vous allez pouvoir voir que dans la page reliée aux appareils qui sont en lien avec le climat, puis dans celles qui sont sur la page sur l'irrigation, vous allez pouvoir voir que l'adresse du boîtier multifonction, qui est écrit
en haut ici, et l'adresse des relais correspondent bien. Fait que là, ici, ben, on a, c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais on a l'adresse 9 pour ce boîtier multifonction-là. Et dans le relais 1, on a la valve 1. Si on la regarde ici, on va voir que la valve 1 a l'adresse 9 pour boîtier multifonction 9 et numéro 1 pour le relais numéro 1. Fait que ça semble concorder, c'est super. Et après ça, on va valider que les appareils se déclenchent bel et bien comme il le faut. Pour ça, on a deux manières de tester que les appareils fonctionnent. Dans l'application, on a le mode manuel qui peut être utilisé. Je vais y revenir sur la page d'après. Le mode automatique, donc les appareils que si jamais vos programmes de température sont déjà faits, si vos appareils sont en mode automatique, ça se peut qu'Orisha dispatche déjà à partir vos appareils. Si vous n'êtes pas rendu là, donc dans vos tests, peut-être que vous pouvez juste tout mettre en mode manuel jusqu'à nouvel ordre, tous vos appareils dans l'application, si vous n'êtes pas prêt à ce que tout parte tout de suite. Autre chose que vous pouvez valider aussi en début de saison, c'est bien sûr que tous les switches sur vos boîtiers fonctionnent. Donc, autant les switches de boîtier multifonction, donc le mode manuel, la flèche qui monte, la flèche qui descend, voir que ça marche, toutes les 4 switches sur le boîtier, mais aussi sur votre inverseur de toit ouvrant, pour ceux qui ont un toit ouvrant, juste valider que les switches dessus marchent bien aussi. Pour ce qui est de l'application, donc pour tester le fonctionnement des appareils, vous pouvez mettre l'appareil en mode manuel. Donc, ça se fait en cliquant sur l'icône de l'appareil. Donc, dans notre cas ici, on cliquerait sur l'icône de la fournaise. Ça vous demanderait combien de temps vous voulez que l'appareil soit en mode manuel. Donc, soit un temps limité, vous pouvez mettre le nombre de minutes que vous voulez, ou jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est important de se rappeler que quand un appareil est en mode manuel, il y a juste l'utilisateur qui est capable de mettre l'appareil à on ou à off. Donc, Orisha, l'intelligence artificielle derrière, n'a plus la capacité d'interagir avec cet appareil-là tant qu'il est en mode manuel. Une fois qu'il est en mode manuel, on peut jouer avec le voyant d'action qui est ici. Donc, si le voyant est rouge ou vert et vous cliquez dessus, il est encore rouge ou vert, c'est que dans le fond, le contrôleur central Orisha a réussi à envoyer une commande à votre boîtier multifonction pour que celui-ci active l'appareil. Donc, si le voyant passe du rouge au vert ou du vert au rouge, l'envoi de message entre votre contrôleur central et votre boîtier multifonction a été réussi. Mais si le voyant passe au gris, c'est une nouveauté de cette année, le voyant en gris, ça veut dire que le message ne s'est pas rendu à votre boîtier multifonction. Ça veut dire que le contrôleur central a envoyé une commande au boîtier multifonction, mais que le boîtier multifonction, lui, de son côté, n'a pas dit « Oui, OK, c'est beau, ça a marché ». S'il n'a pas reçu cette confirmation-là, le voyant passe au gris pour dire que la connexion n'a pas fonctionné. Donc, c'est une nouveauté de cette année. C'est une bonne manière justement de valider que les signaux se rendent bien. Mais même si, bien sûr, le voyant passe au vert ou au rouge, ce que ça nous garantit, c'est que le boîtier multifonction a bien pu mettre le relais associé à l'appareil à on ou à off. C'est important quand même de valider à même la serre que l'appareil est bel et bien parti, parce que ce n'est pas parce que Orisha, le boîtier multifonction, a mis son relais à on ou à off que l'appareil part. Par exemple, si le breaker de votre fournaise est à off, même si le boîtier multifonction met son relais à on, ben, votre fournaise ne partira pas. Donc, juste valider à même la serre que l'appareil est bel et bien parti. Faire les programmes. Donc, dans un monde idéal, vous avez tout configuré, vos limites switch sont en place, vos appareils partent tous dans votre serre, votre fournaise a de l'air chaud qui sort, vos valves, quand ils se mettent à on, vous voyez votre drip tape qui gonfle. La vie est belle, donc on est rendu à aller s'asseoir dans le confort de notre chez-soi et à créer nos programmes de toutes sortes. Le premier, programme de température. Premier choix que vous avez à faire dans votre programme de température, avant que je m'embarque dans les programmes de température, juste une petite note à ce sujet-là. Je ne suis pas ni agronome, ni conseiller en serre, ni connaissant au niveau de quoi mettre dans les programmes. Fait que tout ce qui est là est vraiment à titre juste de ne pas faire des programmes vides, là. Donc, prenez pas mes conseils sur quoi mettre dans le programme, mais je peux vous dire comment faire un programme. Si vous avez des questions sur quoi mettre comme valeur, je vous conseille de vous référer à votre agronome. Parce que je ne connais pas nécessairement les cultures que vous faites, ni les réalités qui s'appliquent à votre serre à vous en particulier. Donc, ceci étant dit, une fois que vous arrivez pour faire votre programme, vous avez deux choix en commençant, soit le contrôle par moyenne ou le contrôle par intervalle. Donc, le contrôle par moyenne, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait à peu près 1 an que c'est dans Orisha. Avec le contrôle par moyenne, la différence, en fait, avec le contrôle par moyenne, on met juste une valeur. Donc, par exemple, on peut dire que dans une journée ensoleillée, le jour, on veut une moyenne de 24.
Puis le but d'Orisha, ça va être de rester le plus proche possible de cette valeur-là pour toute la période donnée. Donc, le but d'Orisha, quand on met 24 pour la période jour, dans une journée ensoleillée, ça va être qu'à la fin de cette période-là, Orisha a été le plus proche possible de la valeur 24. La différence avec un programme par intervalle, c'est que, mettons, pour une période comme celle-ci, au lieu d'écrire 24, vous écririez un intervalle. Donc, on inscrit un minimum puis un maximum. À ce moment-là, le but d'Orisha, ça va être de ni dépasser le minimum, ni le maximum. Il faut essayer de rester le plus possible entre les deux possibles. Fait que c'est deux méthodes différentes. C'est vraiment au niveau de votre préférence à vous, qu'est-ce qui fait le plus de bon sens pour votre serre. Personnellement, on aime bien la moyenne ici. Là, on trouve que c'est une belle amélioration. Surtout que pour beaucoup de cultures, c'est quand même la température moyenne à certains égards qui est plus importante. Oui, Nathalie. On n'a pas encore de système chez nous, là, avec un peu d'aide. J'espère que ça va arriver au printemps. Mais je m'interrogeais sur le temps de réaction du système par rapport à la température. Mettons qu'il veut avoir sa moyenne de 24 degrés. Oups, ça monte à 25. Qu'est-ce qui lui dit d'ouvrir, mettons, juste un peu le côté ou l'ouvrir entièrement, parce que quand il rouvre, il ne se rendra pas nécessairement jusqu'à la limite switch, là, il va rouvrir juste un petit peu ou c'est une excellente question. Orisha, il est quand même conscient qu'une serre, c'est un environnement assez dynamique dans la mesure où, comme des fois, Orisha ne peut rien faire, puis la température va varier dans tous les sens à cause du soleil ou à cause qu'il peut y avoir un nuage qui va arriver, puis ça va faire descendre la température drastiquement. Fait que, il va quand même attendre un petit peu avant de réagir. C'est-à-dire que si notre cible, c'est 24, puis qu'on monte à 25, il ne va pas partir en peur puis tout ouvrir à 100% d'un coup, puis après ça, tout à refermer puis tout à réchauffer parce qu'il est trop ouvert. Il va être plus prudent que ça. Idéalement, comment Orisha fonctionnerait, c'est que si on se met une cible de 24, il va être plus réactif dans la mesure où il va essayer de rester à peu près plus 2 degrés au-dessus, moins 2 degrés en dessous de la cible moyenne qu'on a établie. Fait que si on approchait, mettons, de 26, là, il se mettrait à ouvrir des côtés ouvrants puis à partir des pressions positives. Puis pour les côtés ouvrants, ça serait quand même graduel. C'est-à-dire que Orisha est conscient de la température qu'il fait à l'intérieur puis à l'extérieur de la serre. S'il fait froid dehors, il va avoir tendance à plus ouvrir les côtés ouvrants avec des petits intervalles. Fait que s'il fait froid, il va les ouvrir, mettons, 5% par 5% parce qu'il ne veut pas faire entrer trop d'air froid d'un coup, avoir fermé ses côtés ouvrants puis chauffer pour compenser ses mauvaises décisions. Mais s'il fait plus chaud dehors, s'il fait comme une vingtaine de degrés, il va peut-être avoir tendance à ouvrir plus 20% par 20%. Parce que là, c'est important comme de ventiler rapidement pour s'assurer qu'il ne fasse pas trop chaud trop vite dans la serre. Et qu'est-ce qui lui dit je rouvre le toit ou je rouvre les côtés ou je rouvre le toit et les côtés? C'est comme dans sa programmation, dans son intelligence artificielle? Écoute, je suis content que tu me demandes la question parce que ça va faire un petit segue sur la dernière partie du programme de température qu'on a ici. Avec Orisha, une chose qu'on peut lui dire aussi, c'est comme qu'est-ce qu'on veut prioriser pour la ventilation. On a 3 options. Le petit ventilateur ici, le petit cône de toit, puis le petit cône de thermomètre. Donc, on peut dire à Orisha qu'est-ce qu'on veut qu'il parte en premier pour ventiler la serre. Le premier icône, ici, scénario typique, si on clique dessus, ce que ça va faire, c'est qu'Orisha va prioriser tout ce qui est pression positive ou négative pour amener de l'air dans la serre. Si les pressions positives ou négatives ne fournissent pas pour amener assez d'air pour refroidir la serre, dans un deuxième temps, il se mettra à ouvrir graduellement les côtés ouvrants. Il va les ouvrir comme un par un. Pour les gens qui ont un capteur de vent, il va prioriser les côtés qui sont les moins exposés à la provenance du vent. Pour les gens qui n'ont pas de capteur de vent, il va en prioriser un pas mal au hasard. En fait, là, il va prioriser, mettons, votre côté sud, puis il va l'ouvrir, parce qu'il va ouvrir votre côté nord. Ça, c'est la première option. Deuxième option, donc si on clique sur l'icône de petit toit, il va prioriser d'abord les ouvrants. Fait qu'il va ouvrir tous vos ouvrants, puis si les ouvrants ne fournissent pas assez pour refroidir la serre, dans un deuxième temps, il partirait à la pression positive. Okay. Troisième option, qui est notre préférée, en fait, c'est un peu un mélange des deux. Fait qu'il va varier entre ce qui part en premier, entre la pression positive ou les ouvrants, dépendant de la température extérieure. Donc, on voit ici ventilation sous 15 degrés. S'il fait moins que 15 degrés dehors, Orisha va d'abord partir de la pression positive, parce que s'il fait froid dehors, partir de la pression positive d'abord, ça permet que l'air qui rentre par les pressions positives va se mélanger à l'air chaud qui est comme dans la partie supérieure de votre serre avant d'aller être en contact avec vos plantes.
Ensuite, ben, s'il fait plus que 15 degrés, il va prioriser l'ouverture de vos côtés ouvrants parce que c'est vraiment plus efficace pour amener de l'air qui va refroidir votre serre. OK. Ouais, c'est pas mal ça pour le programme de température. Est-ce que ça répondait à ta question, Nathalie? Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que les signaux sont analogiques ou numériques pour le contrôle de ça? C'est analogique. Ouais, analogique. OK, parfait. Ben, en fait, ouais, c'est tout analogique, ouais. Oui, ça répond à ta question. Autant la transmission entre les capteurs que comme les relais qui se mettent à on ou à off, c'est tout analogique. Peut-être qu'un de mes collègues va me dire un commentaire dans le chat pour dire que j'ai tort, mais je suis pas mal sûr que j'ai raison. Je te reviendrai en courriel au pire après si j'ai eu tort. Oui, Maxime. Puis comment que Orisha il gère les rampes le matin? C'est géré de facto ou il faut mettre des settings comme dans Agro? Excellente question. En fait, ce qu'on considère comme étant la nuit, le matin et le jour, je vais faire une longue introduction pour arriver à la réponse à ta question, Maxime, mais ce que Richard considère comme étant la nuit, le matin et le jour, c'est une heure de début et de fin de période qui va varier à chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Là, je vais vous donner des chiffres là, que vous allez peut-être oublier assez rapidement, mais ces chiffres-là se trouvent aussi dans le petit point d'interrogation à côté du programme de température dans votre application Richel si vous voulez avoir un petit rappel. Mais en gros, la période qu'on considère comme étant la nuit, c'est de l'heure du coucher du soleil jusqu'à 1h30 avant le lever du soleil. Donc, comme cette heure-là va changer à tous les jours parce que l'heure du lever et du coucher du soleil change à tous les jours. Le matin, ça va être de 1h30 avant le lever du soleil jusqu'à 1h après le lever du soleil. Et le jour, ça va être donc de 1h après le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Puis le ramping en tant que tel, c'est comme on prend les heures de début puis de fin. Là, mettons qu'à soir, le soleil se couche à 5h, on va dire. Fait que là, ça le fond, c'est que notre période de jour terminerait à 5h, puis notre période de nuit débuterait à 5h. Mais le ramping qui va arriver entre les deux périodes, c'est qu'on va prendre 1h avant et 1h après le début de cette période-là. Puis ça serait notre ramping. C'est-à-dire que la transition du jour vers la nuit, dans notre cas où le soleil se couche à 5h, commencerait à 4h et se terminerait à 6h. Fait que là, si on est dans une journée ensoleillée, notre cible de jour, c'était 24 et notre cible de nuit, c'était 18. La cible de Richard passerait de 24 à 16h et terminerait à 18 à 18h. Donc, entre-temps, vous verriez votre cible là, pendant 2 heures qui diminuerait progressivement de 24 à 18 pendant 2 heures. Est-ce que ça... Ouais, puis dans le fond, Richard, il gère toutes les rampes lui-même. Ouais, pas besoin de penser à ça. OK. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Puis, est-ce que tu es connecté sur Internet pour savoir les heures de coucher puis de lever du soleil ou c'est toi qui le rende un peu manuellement? Ou... Même pas besoin de connecter à Internet pour ça. En fait, quand on crée la session Orisha, initialement, il faut inscrire les coordonnées géographiques de la ferme. C'est quelque chose qui se fait dans la page ferme. Si jamais vous n'êtes pas trop certain de quelles sont vos coordonnées géographiques, écrivez-moi un courriel avec votre adresse, puis je vais vous les trouver. Donc, vous inscrivez ça là, dans la page ferme. Puis à partir de là, il y a comme une base de données dans le contrôleur central qui fait qu'il sait, lui, à quelle heure le soleil se lève puis se couche, dépendant de la date, puis dépendant de votre position géographique. Fait que même si vous n'êtes pas connecté à Internet, c'est une fonctionnalité qui marche avec Orisha. Ouais, pas besoin d'être connecté à Internet, ça va fonctionner. Est-ce que ça répondait à la question? Oui, merci, parfait. Good, super. Ensuite, programme de déshumidification. Ce qui est le fun, c'est que si vous ne savez pas exactement quoi mettre dans votre programme de déshumidification, si vous partez de rien, là, donc au moment où le programme est juste vide, là, puis vous cliquez sur le plus pour le créer, les valeurs que vous voyez ici, en fait, sont les valeurs qui sont déjà dans le programme, comme un genre de preset là, proposé. C'est des valeurs qu'on vous propose, en fait, parce que c'est des bonnes valeurs pour les tomates. Moi, on m'a déjà dit que quand on parle de déficit d'humidité pour nos tomates, on ne veut pas que le déficit d'humidité pour les tomates descende à moins de 3 grammes par mètre cube le jour et 2,5 grammes par mètre cube la nuit. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ces chiffres-là pour les tomates. Donc, c'est déjà ce qu'on vous propose à ce niveau-là.
Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le déficit d'humidité, petite parenthèse là-dessus, c'est une valeur qui est peut-être un petit peu contre-intuitive parce qu'en fait, là, dans le déficit d'humidité, plus le chiffre est haut, plus c'est sec. Donc, ce qu'on considère comme étant de l'air saturé en eau, là, comme notre 100% d'humidité relative, ce serait le 0 g par mètre cube. Fait que, ce qu'on veut faire, c'est se tenir le moins proche possible de notre 0 g par mètre cube. Donc, fait que ce que Orisha va faire, c'est que si on descend en dessous de notre valeur minimale ici, là, donc notre 2,5 la nuit ou 3 le jour, Orisha va déshumidifier comme si on dépasse cette valeur-là. Pour la valeur du haut, c'est une valeur d'arrêt de HAF. Donc, si on devient plus sec que 7 grammes par mètre cube, ce que Orisha va faire, c'est arrêter vos HAF pour s'assurer que la circulation d'air qu'ils font ne va pas trop assécher la tête de vos plants. C'est surtout pratique quand vous êtes rendu avec des plants assez hauts dans la saison, puis que vos HAF souffrent direct dessus. On ne veut pas que vos tops de plants soient jaunes. Donc, c'est ça, c'est important aussi de noter que Orisha va juste arrêter vos HAF si on est plus haut que la cible supérieure de votre programme de déshumidification. Et en plus de ça, va juste les arrêter si vous avez au moins 2 ouvrants ouverts à plus de 50%. Parce que c'est pas parce qu'il fait sec dans la serre qu'on peut arrêter d'avoir une circulation d'air. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui prenne le relais à ce niveau-là pour que Orisha arrête les HAF. Après ça, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez mettre vous-même. Donc, ouverture de toit. Donc, l'ouverture de toit, là, on parle en fait d'ouverture de n'importe quel ouvrant. Le terme toit ici est plus à un mot général, on va dire. C'est un pourcentage d'ouverture plus haut que la jupette. Donc, si la jupette fait à peu près 20 de votre côté ouvrant, par exemple, fait à peu près 20% de votre course totale de côté ouvrant, Orisha là, va appliquer le 25% qui est décrit là au-dessus de la valeur de votre jupette. Fait que si votre jupette fait 20%, vous allez voir qu'Orisha va ouvrir votre côté à 45% pour déshumidifier. Ensuite de ça, durée d'un pulse. Dans le cas où Orisha ne voudrait pas nécessairement déshumidifier en continu, donc il veut juste faire un petit coup d'activation d'un appareil pour déshumidifier, que ce soit pression positive ou fournaise ou les roll-ups même, il va le faire pour la durée de pulse qui est spécifiée là. Et suite à ce pulse-là, il ne fera pas d'autres pulses de déshumidification pour la durée qu'on indique dans la durée d'un cycle. Donc, durée d'un pulse, durée d'un cycle, c'est des valeurs qu'on peut spécifier juste pour s'assurer que votre programme de déshumidification ne se batte pas trop avec votre programme de température. Là. Donc, pour pas que Orisha déshumidifie en continu, là, puis que comme il utilise des appareils qui ont une influence sur la température, que ça n'affecte pas trop votre programme de température, finalement. Aussi, nouveauté cette année, quand vous décidez d'avoir du chauffage, là, vous pouvez, dans le programme de déshumidification, décider que le programme se passe avec ou sans chauffage. C'est vraiment libre à vous. Si vous décidez avec chauffage, vous pouvez spécifier quel appareil va être utilisé pour déshumidifier. Fait que si vous voulez juste que, mettons, ce soit une de vos fournaises qui déshumidifie, ou si, mettons, vous êtes en biénergie, puis vous dites que comme vous avez, mettons, une fournaise électrique puis une fournaise au propane, mais vous dites que vous, déshumidifier au propane, c'est vraiment plus efficace. On donne un petit coup de propane, puis ça fait une bonne différence. Vous pourriez décider de juste cocher votre fournaise au propane, puis pas l'électrique, par exemple, ou juste la fournaise de votre choix. Ensuite de ça, le programme de brumisation. Nouveauté de l'an passé, ça, le programme de brumisation. Chose importante à noter avec ce programme-là, c'est que c'est un programme où vous avez beaucoup de contrôle sur les heures de début et de fin des périodes. C'est un programme dans lequel vous pouvez créer des périodes qui vont être en fonction, encore une fois, du lever puis du coucher du soleil. Mais là, c'est vraiment vous qui décidez le début puis la fin de ces périodes-là. Ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est qu'on a une période ici où il n'y a pas de brumisation. Mais on en a une ici qui commence, le petit icône ici veut dire lever du soleil plus 3 heures. Fait que dans le fond, la période qu'on a créée ici commence 3 heures après le lever du soleil. On voit que le soleil s'est levé à 7h28 ce jour-là. Fait qu'on voit que la première période de brumisation commence à 10h28, c'est-à-dire 3 heures après. Et donc, dans ce programme-là, 3 heures après le lever du soleil, si notre déficit d'humidité est plus haut que 9 grammes par mètre cube, on déshumidifie pendant 2 minutes. Et après ces 2 minutes-là, on brumise pendant 2 minutes. Et suite à ces 2 minutes de brumisation-là, on ne brumise pas pendant 45 minutes. Encore une fois, là, toutes les valeurs que j'ai mises là ne font peut-être absolument aucun sens, mais c'est vraiment juste pour avoir de quoi dans mon programme. Donc, c'est ça, encore une fois, à chaque 45 minutes, c'est juste pour vous assurer que le programme de brumisation ne se batte pas trop avec le programme de déshumidification. Là, donc, ça donne certaines limites là, pour s'assurer que vous ne soyez pas tout le temps en train de brumiser, déshumidifier, brumiser, déshumidifier.
Et c'est important aussi de se créer une période de faim, quand vous ne voulez peut-être pas brumiser jusqu'à l'heure où le soleil se couche. Vous pouvez vous mettre une période dans laquelle on pourrait dire, par exemple, que 4 heures avant le coucher du soleil, on arrête de brumiser. Donc, ce jour-là, le soleil se couchait à 4h15. J'ai fait cette diapositive-là un petit moment déjà. Donc, 4 heures avant le coucher du soleil, à 12h15, on arrêtait de brumiser. Donc, c'est important aussi de noter que le programme de brumisation est complètement indépendant du programme de déshumidification. Donc, tout ce qui se passe là, il ne va pas prendre en compte ce qui se passe avec la déshume. C'est juste à prendre en considération là, quand vous allez créer vos programmes et quand vous allez incorporer vos limites aussi, puis votre temps de brumisation. On peut créer plus qu'une période de brumisation dans la journée aussi. Là, si vous dites que vous, mettons, je ne sais pas, là, on a 3 heures après le lever du soleil, mais peut-être que 5 heures après le lever du soleil, vous voudriez changer vos valeurs ici. Là, vous pourriez créer une deuxième période de brumisation avant la fin, là, puis vous pourriez donc avoir des valeurs plus personnalisées plus tard dans votre journée. Ensuite de ça, programme d'ombrière. Je pense que je vous connais, je pense pas mal tous assez, les gens qui sont ici, pour savoir qu'il n'y a pas grand monde qui a des toiles thermiques ou des toiles occultantes ici. Fait que je vais passer ça plutôt rapidement, à moins que vous ayez d'autres questions là-dessus. Mais depuis octobre, Orisha permet d'avoir des toiles thermiques, donc, ou des toiles occultantes. Tout ce que vous avez à faire à ce niveau-là, pour ces toiles thermiques-là, c'est que ça va être en lien avec votre capteur solaire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre une intensité solaire maximale dans le programme de toile thermique. Puis si la moyenne des 5 dernières minutes d'intensité solaire est plus haute que la valeur que vous avez indiquée ici, comme dans ce cas-là, 500 watts par mètre carré, bien, Orisha va déployer les ombrières pour faire de l'ombre à vos cultures. Aussi, Orisha, par défaut, le soir, va déployer les ombrières au coucher du soleil, puis va rétracter les toiles le matin graduellement avec le lever du soleil. Il va les rétracter graduellement parce que d'habitude, il y a comme une différence de température entre l'air en haut de la toile puis en dessous de la toile. Il ne faut pas que le mélange d'air crée de la condensation entre l'air froid et l'air chaud. Il va les rétracter graduellement pour être sûr que comme il n'y ait pas une grosse condensation qui se crée dans votre serre. Ça, rien besoin de faire à ce niveau-là. Dès que vous avez des toiles thermiques dans l'application, Orisha, il gère ça tout seul. Programme d'irrigation. Donc, on a 3 sortes de programmes d'irrigation dans Orisha. On a par minuterie, on a capteur solaire et tensiomètre. Dans Orisha, autant pour le programme de température que pour le programme par minuterie, vous pouvez créer des programmes en fonction de la couverture nuageuse. Donc, pour créer un programme pour quand il fait soleil-nuage et quand il fait nuage. Ça a plusieurs avantages. Les plantes n'ont pas nécessairement les mêmes besoins en chaleur et en eau quand il fait soleil ou quand il fait nuageux. Fait qu'on peut adapter ça avec ces programmes-là. Là, Orisha, vous allez pouvoir changer vous allez pouvoir indiquer à Orisha quelle est la couverture nuageuse dehors, puis il va pouvoir choisir le bon programme en fonction de ça. Et petite nouvelle aussi, dans les prochaines semaines, Orisha va pouvoir lui-même choisir tout seul c'est quoi le bon programme de couverture nuageuse pour vous. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous conseille le webinaire qui s'en vient dans 2 semaines sur les nouveautés Orisha. Je vous parlerai de tout ça en détail. Je me fais de la pub pour moi-même dans 2 semaines. On s'en reparle rendu là. Mais d'ici là, donc, pour les programmes d'irrigation par minuterie, ce qu'on veut faire, c'est choisir à quelle valve le programme par minuterie va être associé. Puis ensuite, on se met des heures de départ. Fait qu'on se dirait que, par exemple, justement, quand il fait soleil, on veut que notre valve parte à 8h, 9h30, 11h, 12h30, 14h. Après ça, on pourrait se mettre un petit peu moins d'heures pour quand il fait soleil-nuage, puis encore moins d'heures pour quand il fait nuage. C'est important de noter que le programme qui a le moins d'heures, les programmes ne sont pas cumulatifs. Fait que si, mettons, vous aviez 8h puis midi ici, puis qu'il n'était pas dans soleil-nuage, si la journée est une journée soleil-nuage, les programmes vont juste partir aux heures qui sont spécifiées ici, pas celle-là plus celle-là, par exemple. Ensuite, on a les programmes par capteur solaire. Donc, le capteur solaire qui est une nouveauté de l'an passé, je crois. On perd le fil. Le capteur solaire, ce qui est le fun, c'est qu'on a besoin d'avoir juste un capteur solaire pour l'ensemble de sa ferme. Donc, on a 3 serres ou une serre ou des valves, ou 3 valves par serre ou juste une valve par serre ou peu importe. On a besoin d'un capteur solaire. On peut se créer un programme d'irrigation par capteur solaire différent pour chacune de ces cultures. Donc, ce que le capteur solaire fait, c'est qu'il capte une intensité lumineuse, mais il va aussi calculer combien d'énergie solaire il a reçu dans le courant de la journée. Puis ça, il calcule ça en joules par centimètre carré. Puis
Ce qu'on peut faire, c'est créer un programme dans lequel, à chaque X nombre de joules par centimètre carré, on va déclencher les valves. Par exemple, je vous dirais une journée plutôt grise, comme, mettons, pas aujourd'hui, mais hier, disons, une journée qui était assez nuageuse, en tout cas à Québec du moins. C'est une journée d'à peu près 700 joules par centimètre carré, mais une bonne journée d'été, là, on peut monter à peu près à du 2500, peut-être un peu plus de joules par centimètre carré. Oui, Simon. Dans le fond, avec ton capteur justement d'intensité lumineuse, tu pourrais choisir si ton temps il est ensoleillé, semi-ensoleillé ou sombre avec celui-là. Le capteur solaire, vraiment, il sert surtout juste à comme capter une intensité lumineuse puis une accumulation solaire qui va se servir pour le programme d'irrigation qui est ici ou pour les ombrières. Ce qui va faire que le choix va se faire au niveau de comme quel scénario de couverture nuageuse ici. C'est ça s'en vient bientôt, là, mais ça va être des données qui sont reçues d'Internet. En fait, là, les mêmes données là, qui disent à Arusha combien il fait dehors là, au niveau de la température et de l'humidité. Ces mêmes données-là vont aussi dire à Arusha s'il fait soleil, nuage dehors ou nuageux. C'est parce que l'affaire avec le capteur solaire, c'est que si on se basait sur lui pour changer nos programmes, ben, il ne saurait pas d'avance quel programme il fait. Il serait rendu trop tard que maintenant il fait soleil ou que maintenant il fait nuageux, parce qu'il a fallu qu'il ait les données d'avant pour changer de programme. Donc, il va prendre les données d'Internet là, pour finalement choisir à l'avance comme qu'est-ce qu'il annonce dans la journée comme couverture nuageuse. Oui, ça va être comme plugué avec multimédia ou je sais pas quoi. Là. Ça va être plugué avec de la température. Ou, Ça va être en effet plugué avec notre fournisseur de données météo, dont le nom m'échappe à l'instant, mais Open Weather Map, c'est ça. Fait que ça va être une fonctionnalité qui se fait juste par Internet. Il va être encore possible de le choisir manuellement. Puis pour les gens qui ne sont pas connectés à Internet, ça va être la méthode disponible. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Et Myriane aussi, tu avais levé la main? Je viens de me rendre compte que mon micro était fermé. Excuse-moi. OK. Désolée. Tu viens juste de répondre, en fait, c'est que nous, notre climat est souvent différent de la station météo. Fait que je me demandais si ça allait être possible de bypasser ça, justement, pour pas qu'ils me disent qu'il fait beau soleil, mais chez nous, il pleut, ou l'inverse. Fait que là, ça va être possible de le faire. C'est parfait. Exact. En fait, ça va ressembler pas mal à quand on met un appareil en mode manuel. Tu vas juste mettre ta sélection de couverture nuageuse en mode manuel pour un temps limité ou jusqu'à nouvel ordre. Puis à ce moment-là, c'est toi qui vas pouvoir manuellement choisir le scénario de couverture nuageuse que tu préfères. OK. Super, merci. Ça fait plaisir. Ça, et plus encore dans le webinaire Nouveauté Orisha, le 23 mars, je pense. Et donc, de retour à notre programme d'irrigation par capteur solaire. Le programme d'irrigation par capteur solaire, comme on disait, une journée plutôt grise, c'est à peu près 700 joules par centimètre carré. Une journée ensoleillée, c'est à peu près 2500 joules. Fait qu'après ça, on peut se faire un programme où, par exemple, là, j'ai 100 joules là, sur cette image-là ici, mais c'est peut-être pas un bon exemple, mais on va dire, mettons qu'on a 200 joules par centimètre carré, puis qu'on voudrait irriguer à tous les 200 joules. Ben, une journée grise, on aurait irrigué 3 fois. Puis une journée ensoleillée, on aurait irrigué une douzaine de fois. Fait que c'est une bonne manière de vraiment corréler la quantité de lumière que vos plantes reçoivent à la quantité de fois qu'on déclenche les valves. Encore une fois, c'est un programme qui dépend du lever puis du coucher du soleil. Fait qu'on se fait des périodes comme dans la brumisation où ça part avec le lever du soleil. Fait qu'idéalement, quand le soleil se lève, on ne veut pas irriguer. On pourrait se faire, comme dans le cas ici, une période qui commence 2 heures après le lever du soleil, où on indique après combien de joules on veut irriguer. Le deuxième chiffre, c'est combien de temps on irrigue dès qu'on atteint la valeur qui est ici. Puis à chaque fois qu'on atteint la valeur, comme dans ce cas-ci, 100 joules, on remet le compteur à 0. Fait qu'on atteint 100 joules, puis après ça, comme un autre 100 joules après, on irrigue à nouveau. Et le dernier chiffre, en fait, c'est pour dire si on n'a pas eu d'irrigation depuis X nombre de temps, on déclenche une irrigation quand même. Le 30 minutes, c'est peut-être un petit peu bas, mais c'est une valeur qui peut valoir la peine pour les journées très grises, où justement on aurait besoin d'irriguer à tous les 200 joules, mais qu'on peut-être irriguer plus que 3 fois dans la journée. On peut se mettre une valeur, par exemple, si justement on n'a pas eu d'irrigation depuis 30 minutes ou peut-être plus, mettons, 2 heures, on irriguerait quand même. On voudrait peut-être aussi se rajouter une petite période, disons, là, une couple d'heures avant le coucher du soleil, on arrête d'irriguer aussi. Dernière méthode pour irriguer avec Orisha, c'est avec un tensiomètre, donc nos capteurs de teneur en eau du sol.
Un tensiomètre, comment ça fonctionne? C'est que ça mesure la tension matricielle dans le sol. Donc, plus le sol est sec, plus les racines des plantes vont tirer sur l'eau qui est présente dans le sol. Donc, l'eau qui se fait tirer, le tensiomètre va le percevoir, à quel point l'eau qui est dans le tensiomètre se fait tirer par les racines des plantes. Et donc, plus l'eau se fait tirer fort, plus la tension matricielle est haute. Donc, plus la tension matricielle est haute, plus le sol est sec. Fait qu'on peut se faire des périodes. Là, c'est pas basé sur le lever et coucher du soleil, c'est en plus basé sur une heure précise. On pourrait dire que, par exemple, de 0 à 8 heures, on n'irrigue pas. De 8 heures à 16 heures, si la tension matricielle est plus haute que 10 kPa, on irriguerait pendant 6 minutes. Et suite à ces 6 minutes-là, on aurait 10 minutes où on s'assure qu'il n'y a pas d'irrigation. Donc, dans ce cas-là, on a mis un temps minimal entre la fin d'une irrigation et le début d'une suivante pour s'assurer que dans le cas où, mettons, le tensiomètre ne serait pas placé à un endroit significatif ou si juste l'eau ne s'est pas rendue jusqu'au tensiomètre, on ne va pas faire une irrigation complète, pas avoir descendu en dessous de notre 10 kPa, alors déclencher une irrigation tout de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est le genre de scénario catastrophe qui arriverait si, mettons, notre tuyau est percé puis l'eau ne se rend pas au tensiomètre, on déclenche les valves, puis l'eau fait juste couler à la sortie de la valve, par exemple. Donc, cette 10 minutes-là est faite pour s'assurer qu'il n'y a pas des déclenchements de valve après déclenchement de valve constamment. Et les alertes. Dernière chose avec notre système Orisha, qui est bien importante en ce début de saison. Configurez vos alertes. Donc, cette année, autre nouveauté dont je vais vous parler dans à peu près 2 semaines, c'est qu'il est maintenant possible d'avoir des alertes par SMS avec son Orisha. Donc, Orisha peut nous texter les alertes au lieu de nous appeler. Fait qu'il va pas mal nous texter le même message qu'il nous aurait appelé pour ceux qui sont familiers déjà avec les alertes Orisha. Donc, il va vous écrire un pas pire pavé de texte pour vous indiquer comme vraiment le problème spécifiquement. Puis il va vous proposer aussi 2-3 pistes de solutions. Ça serait possible de faire un programme d'irrigation en fonction du DPV. Bonne question, Caroline. Je sais que toi, tu es en pépinière. Je peux comprendre comme l'intérêt de ça. J'aurais envie de te dire, ça te tente-tu qu'on s'appelle pour s'en parler? Parce que là, pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse, malheureusement, à te donner à ce sujet-là. Mais je serais curieux de savoir c'est quoi tes besoins à ce niveau-là, puis qu'on puisse voir s'il y a quelque chose qui est possible d'être fait là, pour ta situation. Puis, ce que je te propose, c'est que je vais te relancer suite à la présentation pour discuter de ça avec toi. Donc, c'est ça, les alertes. On est rendu avec SMS ou appel. Après ça, il y a 2 types d'alertes. Les alertes générales. Donc, il y a les alertes pour, mettons, les capteurs de température, les alertes pour les boîtiers multifonctions. Donc, si l'un ou l'autre de ces 2 appareils-là n'a plus d'alimentation ou n'est plus capable de communiquer avec le contrôleur central, à ce moment-là, le contrôleur central d'Orisha envoie un message à nos serveurs. Puis là, nos serveurs vous appellent pour vous dire qu'il y a un problème de communication entre les deux. Pour ce qui est du contrôleur central, finalement, c'est juste que si nos serveurs ne sont plus capables de voir le contrôleur central, à ce moment-là, les serveurs vous appellent, vous envoient un message texte pour vous dire qu'ils ne sont plus capables de communiquer avec votre contrôleur central. C'est possible d'activer ou de désactiver ces alertes-là. Fait que des fois, il y a des gens qui ont des connexions Internet un peu instables, qui, si vous ne voulez pas recevoir une alerte constamment pour votre contrôleur central parce que votre Internet a planté pendant 30 secondes, il est possible de désactiver l'alerte de contrôleur central. Aussi, toutes les alertes nécessitent que votre contrôleur central soit connecté à Internet parce que ça passe par le contrôleur central qui envoie un message à nos serveurs, qui envoie un message à votre téléphone. Donc, c'est important d'être connecté à Internet pour que les alertes fonctionnent. L'autre type d'alerte qu'on a, c'est des alertes minimum et maximum de température. Fait que vous pouvez être notifié si une température descend sous un certain point ou si elle monte au-dessus d'un autre point. C'est important aussi de configurer les alertes de température pour chacune des serres. Parce que vous pouvez avoir des alertes de température différentes pour chacune de vos serres si vous en avez plus qu'une. Aussi, je vous conseille fortement de vous assurer que votre numéro de téléphone est bel et bien rentré dans la page ferme au début de la saison pour vous assurer qu'il y a bel et bien un numéro de téléphone auquel Orisha peut envoyer une alerte. Et finalement, le numéro des alertes, c'est le 581-705-2347. Il est écrit dans la page configuration alerte, ce numéro de téléphone-là. On vous conseille de le rentrer dans vos contacts pour que si vous faites appeler par un numéro inconnu dans le 581, vous ayez le goût de répondre si vous savez que c'est Orisha. C'est pas mal plus, c'est un bon incitatif à répondre au téléphone dans ce temps-là. Et c'est pas mal ça pour moi. Est-ce que vous avez des questions sur comment débuter votre saison avec votre Orisha?